Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue. L'actualité de ce lundi. Alors une actualité évidemment encore très largement dominée par tout ce qu'on vit sur les marchés financiers. Oui, effectivement, la clôture à Tokyo est absolument incroyable, en hausse de plus de 7%. On a plutôt passé une bonne journée vendredi, mais enfin on vient de vivre le pire début d'année boursier de toute l'histoire. Donc on se pose vraiment des questions plus fondamentales derrière. Comment est-ce que l'on recrée de l'activité quand les taux sont à zéro, voire négatifs, quand on a zéro inflation? Eh bien, toute une série de questions qui se posent. Voilà, le risque des dettes publiques, notamment les dettes publiques du sud de la zone euro, jusqu'où le Brexit, dont il est question très largement, ou la crise de l'espace Schengen peuvent pénaliser, voire menacer la survie de l'Union européenne, l'ampleur du risque bancaire. Il y a un phénomène bancaire, est-ce qu'il est véritablement purement conjoncturel ou c'est un problème de rentabilité ou véritablement il y a un profil de risque qui a de quoi nous inquiéter et nous rappeler peut-être ce que l'on a vécu il y a quelques années? La BCE a-t-elle perdu la main? Est-ce que la Chine va aussi mal qu'on le dit? Voilà, toute une série de questions fondamentales autour de ce que l'on vit. Est-ce qu'on vit un simple bear market, le moment où les marchés se mettent en mode baissier un peu dur, un peu prolongé? Est-ce que vraiment on commence à avoir des fondamentaux qui sont attaqués? Voilà. Puis à côté de ça, vous aurez remarqué, on en a déjà parlé la semaine dernière, que face à la panne de croissance, face à toute cette série de questions sur lesquelles les réponses ne sont pas évidentes, on a un petit retour des keynésiens sur l'air de est-ce qu'on n'en a pas trop fait pour l'offre? Pas que la France, hein. Au niveau global, est-ce qu'on n'a pas un peu oublié la demande? Sinon, bien chez nous en France, on parlera des créations d'emplois qui sont revenues en 2015 et puis de cette idée d'Emmanuel Macron. Si on triplait le seuil de chiffre d'affaires des auto-entrepreneurs pour les services, on passerait de 32 900 euros à 98 700 euros. Ça changerait la donne. Charles Gave, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, président de Gavcal Research et président de l'Institut des Libertés. Léonidas Kalogiropoulos, bonjour. Bonjour. PDG de Médiation et Arguments, vice-président d'Éthique, vous avez publié Liberté, Égalité, Fraternité, Esprit d'entreprise chez 100 000 milliards. Et Jean-Pierre Petit, bonjour. Bonjour. Président des Cahiers Verts de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement. Avec toutes les questions que j'ai posées là, c'est laquelle que vous retenez en priorité, Jean-Pierre, de toutes ces questions qu'on se pose? Est-ce que c'est du bear market? Donc finalement un atterrissage plus ou moins violent des marchés, ou on a vraiment des fondamentaux qui soient attaqués? Pas d'inflation, des taux zéro, voire des taux négatifs. Tout d'un coup, la notion de risque bancaire qui ressurgit. Et puis la question de savoir si les banques centrales ont encore une quelconque influence. Alors, sur le bear market, d'abord, commençons par les définitions, parce que sinon on va... Je me suis trompé, c'est pas un marché Non, un bear market, c'est un marché qui fait au moins, par rapport au pic, 20% de baisse. Et on va prendre le marché directeur mondial, parce que sinon, des bear markets, on en a déjà plein dans les émergents, et même en Europe aujourd'hui. Donc le marché américain a baissé assez fortement, puisqu'il a... Enfin, j'ai pas regardé les cours de vendredi, mais on est sur du moins 12, moins 13 à peu près, par rapport au point haut de l'année dernière. On n'est pas encore en bear market, hein. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, on connaît un certain nombre de bear markets sur l'après-guerre, hein. Notamment il y a une thématique sur la récession aux États-Unis, hein. Il y a 9 sur les 11 récessions d'après-guerre, il y en a 9 qui se sont terminées par des bear markets d'au moins 20%. Beaucoup de gens parlent également du retour de 2008. Hein, moi j'ai entendu ça. On cesse de poser la question depuis une semaine. Alors bon, c'est ce que je dis. On peut très bien avoir un bear market sans forcément connaître 2008. Moi c'était mon point de vue. 2008, c'est la crispation du marché interbancaire. C'est ça véritablement l'élément violent. Il y a d'autres différences, hein. Il n'y a pas seulement la crispation du système bancaire. Je voudrais juste rappeler que 2008 est la pire année boursière depuis 1872 en rentabilité totale réelle, ajustée de l'inflation, que ça s'inscrivait dans un bear market l'un des plus violents, le deuxième plus violent depuis 100 ans, puisque le marché action américain a baissé de 57% au total entre octobre 2007 et mars 2009. Le plus violent, c'était celui de 29-32, on avait baissé de 87%, donc ça c'est le cadre général. Alors vous venez de parler effectivement du système bancaire. Le système bancaire était au cœur du problème en 2008. Vous aviez pas alors que là c'est pas le sujet direct, les banques transmettent un petit peu leurs difficultés du fait de leurs expositions aux émergents, au secteur énergétique, etc., mais c'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème, en 2008, c'était les banques. Or, les banques sont des fournisseurs majeurs de la liquidité, donc vous aviez un stress majeur. Vous aviez une grave crise de l'information financière, il ne faut pas l'oublier,
personne ne comprenait rien du fait de qui détenait quoi et à quel prix. C'est un peu pareil aujourd'hui, Jean-Pierre. Attends. Personne ne comprend grand-chose et n'est capable véritablement d'avoir une photographie très fiable du profil de risque. Il faudra passer la parole quand même. Oui, non, mais juste, je parlerai des autres différences après, mais il y avait l'empilement des produits structurés de crédit, l'empilement opaque des produits structurés de crédit à la base qui suivait le marché immobilier. Oui, c'est la dissémination mondiale du risque au travers de la titrisation qui a effectivement rendu ce truc-là planétaire et systémique. La titrisation de masse et le shadow banking américain. Je ne parle pas du shadow banking chinois à l'époque. Donc partant des États-Unis, qui, je le rappelle, sont quand même la première source de création de valeur au niveau économique et dont la transmission sur le reste du monde est naturelle et massive par le biais économique et par le biais financier, parce que tout le monde en avait des produits structurés de crédit, évidemment. Donc en fait, il y avait d'autres différences, c'est pas aussi grave que 2008, mais que le bear market soit là, moi ça ne me dérange absolument pas. Comment est-ce que vous comprenez ce que nous vivons, Charles Gave? Ça fait un petit moment que je vous ai pas entendu. Entre votre dernier passage dans l'émission et aujourd'hui, pas mal de trucs ont changé. Effectivement, les questions, c'est y a-t-il un nouveau risque bancaire que personne n'avait vu? Est-ce qu'on est dans la situation d'une répétition de 2008? Tandis que l'on a épuisé l'arme des relances budgétaires, et tandis qu'on a épuisé une bonne partie de l'arme des politiques monétaires. Merci. D'abord, je vous remercie de m'inviter parce que quand je passe à Paris, vous avez la gentillesse de m'inviter, ce qui est une bonne chose. Et puis, la plupart du temps, dans chacune de ces émissions auxquelles j'ai participé, on a évoqué un des trois problèmes suivants. On a évoqué l'imbécilité de l'euro qui tue la croissance en Europe, à un moment ou à un autre. On a évoqué les politiques monétaires débiles de taux d'intérêt faux et de taux de change faux qui empêchent toute croissance, puisqu'il ne peut pas y avoir de croissance sans prix de marché. Et il nous est arrivé d'invoquer aussi la politique diplomatique extraordinaire des États-Unis. Je vous avais expliqué il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, que le but de la Russie, c'était de prendre le contrôle avec l'aide des chiites du Moyen-Orient. Je me souviens de cette explication, effectivement. Et ça s'est passé exactement comme prévu. Donc, vous avez 3 erreurs gigantesques de politique économique qui datent des 15 dernières années, ou de politique diplomatique. Et comme disait le Croix Chirac, les emmerdements, ça vole toujours en escadrille. C'était Chirac, oui. Il semble bien que ces 3 foyers de misère sont en train de mûrir et ils vont risquer d'exploser tous les 3 à la fois. Alors qu'on ait un bear market dans ce cas-là, ça me paraîtrait pas très étonnant. Qu'on ne me dise pas une seconde que cette crise est plus faible que celle de 2008. Toutes les crises créées par ces erreurs de politique monétaire et diplomatique depuis 1998 sont plus graves à chaque fois. Il n'y a pas eu une crise. Chaque fois, la crise suivante est plus grave que la crise précédente. Comme cette fois-ci, c'est le cœur des politiques imbéciles, c'est-à-dire les banques centrales, qui risquent d'avoir un gros problème, eh ben, nous allons avoir une crise considérable, et puis voilà tout. Nous allons avoir une crise considérable. Qui va démarrer par quoi? Une crise considérable qui démarre par un recul des marchés, par un moment où les monnaies n'inspirent plus confiance, par une crise de banque centrale. Comment est-ce que ça se traduit tout ça? Il y a des gens qui ont aujourd'hui de l'épargne, des placements, qui se demandent un petit peu ce qu'ils doivent faire. Si vous voulez, ce qu'ils doivent faire, c'est qu'à partir du moment où les banques centrales ont décidé de tuer la monnaie, pour essayer de relancer l'activité, ce qui est une erreur conceptuelle inimaginable. Mais tous les pays qui ont voulu se relancer ont toujours dévalué leur monnaie, que ce soit au travers d'une banque centrale ou au travers d'un choix politique autrefois. Parce qu'elles suivent des politiques keynésiennes à la noix, mais la Suisse n'a jamais dévalué. Si vous voulez, il n'y a pas d'exemple que quelqu'un soit enrichi par une dévaluation. Vous volez de la croissance à votre voisin, mais ça ne crée pas de richesse. Non, ce que je veux dire, c'est assez simple. C'est qu'en tant qu'investisseur, puisque c'est la question que vous posez, vous pouvez acheter soit un contrat, quelqu'un qui vous repaiera, vous achetez une obligation française, vous avez un contrat avec l'État français qui vous repaiera à terme. Donc la dette publique, oui. Ou la dette privée, soit un morceau de propriété. Vous savez, vous êtes propriétaire, donc vous avez le choix quand vous êtes investisseur, soit vous achetez, j'en sais rien, j'y connais rien, des actions en liquide, soit vous achetez des obligations de l'État français. Si l'État français a des difficultés à vous repayer, il est évident qu'il va changer les termes du contrat contre vous. C'est un souverain. Et il va vous enfler. Ça paraît la moindre des choses. C'est ce qu'il fait avec des taux négatifs aujourd'hui. Donc, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est ayez des promesses de paiement dans des pays qui vous paieront, il y en a encore quelques-uns, et ayez des morceaux de propriété. Donc des actions. Des actions. Partout. Je suis pas sûr qu'on... Elles bougeront beaucoup, mais elles vaudront toujours quelque chose. Elles bougeront beaucoup. Aujourd'hui, celui qui a acheté des obligations grecques, il y a 5 ans, ça ne vaut rien. Léonidas Kalogiropoulos, vous vous y retrouvez?
Est-ce que vous vous y retrouvez dans tout ça? Parce qu'on a entendu Jean-Pierre Petit, on a entendu Charles Gave. Non, mais C'est hyper difficile de savoir véritablement. C'est hyper difficile, et c'est vrai que dans le rôle que j'essaie de jouer, tant bien que mal, mais qui est celui de pouvoir apporter un éclairage de ce qu'une petite entreprise, de ce qu'un entrepreneur peut ressentir face à des mouvements tectoniques comme cela, je n'ai pas le sentiment que l'on est devant une crise de la même nature que celle de 2008. Parce qu'effectivement, on avait bien compris qu'en 2008, il y avait quelque chose de pourri au royaume des banques et qu'à un moment donné, il fallait bien que tout ça soit purgé. Et la purge a été longue, mais il y avait un problème systémique. Là, le sentiment que j'ai, c'est que l'on a une accumulation d'incertitudes et de chaos sans pilote. Finalement, c'est assez intéressant ce qui se passe depuis 24 heures. Parmi les sources de chaos, il y avait la fluctuation de la monnaie chinoise sur laquelle on disait ça peut tout déséquilibrer et finalement tout peut partir en vrille à l'échelle mondiale. Et puis finalement, on a vu qu'il y avait un pilote dans l'avion chinois. La Banque de Chine. La Chine a dit non, je maîtrise très très bien ma monnaie. Ils ont maîtrisé leur monnaie, elle est remontée d'1%. Et effectivement, les choses se sont remises à niveau sur la bourse japonaise. Donc finalement, j'ai l'impression que dans les éléments de chaos, il y a quoi pour ce qui est de l'Europe qui nous concerne directement, il y a le Brexit, effectivement, on ne sait pas ce qui va en advenir, et je crois que c'est une semaine assez capitale pour savoir quel type d'accord on va avoir. Il y a le risque bancaire avec effectivement les perturbations en Italie, et je pense qu'elles sont réelles, mais ce qui se passe en Italie... Ils sont considérés non systémiques pour l'instant. Mais on parle quand même de 200 milliards d'euros. De 200 milliards d'euros. Donc ça chahute, quoi, mais c'est pas de même nature que Lehman Brothers. Il y a effectivement, est-ce que oui ou non Schengen va tenir la route, et donc la question c'est est-ce que oui ou non il y a un pilote dans l'avion. Et c'est vrai, je comprends que l'on puisse se dire qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion européen. Politiquement, oui. Politiquement, oui, et même techniquement, lorsque je vois la manière dont on a essayé de re-responsabiliser les banques européennes en leur disant on vous a aidé, l'argent public vous a aidé par le passé, mais maintenant c'est fini, ça sera les épargnants et ça sera les actionnaires qui devront venir à la rescousse s'il y a une déstabilisation. Et manifestement, l'Italie est en train de s'entendre dire que non, on ne va pas pouvoir l'aider comme on a aidé tous les autres, ce qui amène d'ailleurs Matteo Renzi à être extrêmement désagréable vis-à-vis de la Commission européenne. Donc tout ça tire à Huadia, et c'est vrai, je le comprends très bien, surtout dans une période de chaos comme celle-là, les marchés réagissent à la question est-ce que oui ou non il y a un pilote de l'avion. Lorsque en 2008 on avait une crise systémique, manifestement il y avait des causes réelles et on a eu 2-3 ans de crise très profonde. Là j'ai davantage le sentiment qu'on est devant des tangages forts et que les marchés réagissent au fait que manifestement il n'y a pas de pilote. Dès qu'il y en a un en Chine, ça va mieux. Allez-y, alors je ne sais pas sur quoi vous vouliez repartir, il y a plein de sujets. Non, mais sur l'histoire de... Déjà, vous achetez le scénario de Charles Gave? Attends, je vais déjà rebondir sur ce que vient de dire Léonidas. D'abord, pilote dans l'avion. C'est très important parce qu'effectivement, moi ce que je vois c'est qu'en économie de bulle, l'essentiel du stress vient des erreurs de pilotage. Alors donc c'est important. Je veux juste rappeler qu'en 2007-2008, justement c'était un problème de pilote dans l'avion. Le département du Trésor américain a fait de nombreuses erreurs sur l'évaluation du degré systémique de la crise, notamment Hank Paulson, je le rappelle, ancien patron de Goldman. Qui à l'époque est au gouvernement et c'est lui qui décide de ne pas sauver la fameuse... Oui, et puis même qui a fait... C'était un concurrent de Goldman. Hein. Oui, qui, pardon? Qui était un concurrent de Goldman, qui a peut-être pesé dans sa décision. Voilà, les erreurs de pilotage, elles peuvent dire des conflits d'intérêts. Avec des jeux de conflits d'intérêts. La réserve... On aurait laissé tomber les Brothers uniquement au La réserve fédérale a fait des erreurs aussi de diagnostic. La BCE, n'en parlons pas, elle relève ses taux 2 mois avant Lehman. Enfin, c'est voilà, juillet 2011. Hallucinant. Aujourd'hui, moi, je suis pas d'accord pour dire qu'il y a un pilote dans l'avion. Alors, dans le pilote américain, je vois pas qui vraiment maîtrise la situation. Dans le pilote chinois, ce qu'on a vu en 2015 et en ce début d'année, c'est que manifestement, les autorités chinoises prises globalement perdent la main progressivement sur l'évolution générale de l'économie chinoise. Et là, tu viens de le dire sur l'Europe. Le vrai leader politique européen, Angela Merkel, n'a jamais été aussi affaibli depuis plus de 10 ans qu'elle est à la tête de la chancellerie fédérale à Berlin. Considérablement affaibli, on le voit encore dans les derniers sondages.
Par la crise des migrants, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler son erreur historique du mois de septembre dernier, alors qu'il y a des élections, je le rappelle, dans 3 Länder importants le 13 mars prochain, dans le Rhénanie-Palatinat, dans le Baden-Württemberg et dans la Saxe-Anhalt. Et je pense que ça, c'est un point dont en France, on ne parle pas suffisamment parce qu'on pense que de toute façon, la France, il n'y aura jamais de problème parce qu'on a Mario Draghi et Angela Merkel. Alors Mario Draghi, on va le laisser de côté un moment, mais Angela Merkel, faut pas la prendre pour acquise. Elle a joué un rôle, même si elle a été très très longue à l'allumage, elle a joué un rôle majeur dans la résolution de la crise de la dette souveraine européenne et son affaiblissement. Aujourd'hui, son affaiblissement politique, c'est un affaiblissement sur la droite et sur une thématique anti-européenne, dans la CSU, dans la FDP, dans la droite de la CDU, et je ne parle même pas dans AFD. Donc c'est un affaiblissement anti-européen, anti-français aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc je voudrais bien je voudrais rajouter... Charles Gave, pour l'instant, on a mis pas mal d'éléments de symptômes, mais... Je dois être le plus vieux ici. Une minute avant de marquer une pause, Charles. Bien sûr, j'ai connu tout un tas de bear market. Jamais les explications qu'on me donne au début pour la baisse du marché n'est la bonne. Jamais. C'est-à-dire qu'on m'explique qu'on baisse parce que le marché était un peu trop ou que les taux d'intérêt sont un peu montés. On découvre les raisons pour lesquelles le marché baisse à la fin. Et c'est les 6 derniers mois qu'on comprend exactement. En 1973-74, qui a été le plus grand bear market en termes réels que j'ai connu, puisqu'on a baissé de 75 ou de 90% à Hong Kong, tout le monde m'expliquait que le marché était un peu haut, etc. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on était à la veille d'une explosion inflationniste où on est passé de 2 à 12 en 12 mois à cause de la politique monétaire des États-Unis 2 ans avant. Personne en 73 ne parlait de ça. Donc, si les marchés baissent aujourd'hui, c'est qu'il y a un loup dans le marché et que, à ma connaissance, je peux vous le parier, s'il continue cette baisse, personne ne sait aujourd'hui pourquoi les marchés baissent. Vous non plus. Moi non plus, j'ai des doutes. Je pense qu'en fait, la réalité, si vous voulez, c'est tous les produits dérivés liés au pétrole. Il y a 4 000 milliards de dollars qui sont liés au pétrole. Ouais, dans les zones, dans les éléments KO, on a beaucoup de chiffres sur les conditions pétrole, des chiffres très impressionnants comme celui. Mais c'est 4 000 milliards de dollars des produits dérivés. C'est-à-dire que s'il y a une série de gens... Vous savez, ce qui a créé la crise de 74, c'est quand AIG a sauté. AIG, c'était le réassureur de tous les produits dérivés. Quand tout le réassureur des produits dérivés a sauté, les produits dérivés, c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que tout le monde s'équilibre. C'est des assurances. À partir du moment où ça saute, où il y a un des gars qui saute, ça devient un jeu à somme négatif et tout se contracte. Donc je ne sais pas où est le jeu aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est la question que je vous pose dans un instant. Après, on aura quand même quelques sujets de politique intérieure, économique. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du super taux négatif? On fait de la relance budgétaire? Certains commencent à y penser. Ou alors on baisse les salaires? Enfin voilà. Comment est-ce qu'on trouve Pourquoi on ne retournerait pas à des prix de marché? On va voir ce qu'on peut voir. Justement, on est vers le marché, c'est un réflexe naturel. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas certaines certitudes qui sont ébranlées aujourd'hui? Parce que ça marche. Oui. Regardez les banquiers centraux, la merdier dans lequel ils nous ont emmenés. Oui, ça fait 15 ans qu'ils nous emmènent dans des désastres en désastres. On y va, c'est parti. Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Charles Gave est économiste, président de GAFCAL Research et également président de l'Institut des Libertés. Léonidas Kalogeropoulos, vice-président d'éthique, PDG de Médiation et Arguments et qui a publié Liberté, Égalité, Fraternité et Esprit d'entreprise chez 100 000 milliards. Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement. Beaucoup de réactions, tout le monde y va de son explication. Alors ça baisse parce que... Il faut donner l'explication pourquoi ça monte. Parce que pourquoi ça monte? Ça a commencé par la baisse, mais... Non mais je veux dire par là que globalement, on a un début d'année franchement baissier par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Alors certains disent que c'est parce que les marchés ne s'appuient pas sur l'économie réelle, mais l'économie virtuelle, des fonds de pension. C'est l'avis de Gérard sur Twitter. Ou encore parce que les fonds souverains pétroliers ont pris le large, nous explique un autre Gérard, également sur Twitter. Tout le monde essaye de comprendre ce qui se passe. Charles Gave, vous nous dites, c'est toujours à la fin qu'on comprendra. Par contre, vous êtes en train de nous expliquer très clairement que ce que l'on vit, c'est pas du pipeau et que ça va mal se terminer. Ben écoutez, encore une fois, je reviens à mon expérience historique. J'ai connu 2 sortes de bear markets que j'appellerais le gentil ours brun, qui en général se passe parce que le marché était un peu trop monté, on perd 15-20%, 25%, et puis dans le fond c'est la pause qui rafraîchit. Et puis si vous regardez dans l'histoire, il y a ce que j'appelle les Ursus Magnus, les très gros ours, les Ursus Magnus, et là c'est du 45, 50, 55, 60, 70. Vous en avez un certain nombre. Et là votre grizzly, vous l'appelez comment?
Aujourd'hui, celui-ci, à mon avis, il y a une bonne chance que ce soit un Ursus Magnus, parce que la quasi-totalité des Ursus Magnus ont été précédés par des allocations du capital complètement manipulées, soit par les banques centrales, soit par les gouvernements. Ce qui crée le bear market, c'est quand d'un seul coup le marché se réveille et se rend compte que la rentabilité attendue... Qu'on l'a berné. Qu'on l'a berné, exactement. Oui, L'ours de Berne. Ok, on va pouvoir dire un mot de ce que font les politiques monétaires, de ce qu'elles peuvent encore faire. Vous savez très bien que si aujourd'hui on relève les taux, une montagne colossale de dettes obligataires fait défaut. Ben, écoutez, de toute façon, elles ne seront pas payées. Vous faites n'importe quel Excel sur l'Italie, la France, etc. Il n'y a strictement aucune chance que les dettes soient jamais remboursées. On a toujours lissé notre dette et remboursé nos échéances depuis quand même de très nombreuses années. On n'a pas fait défaut comme avec les assignats en 1796 de manière récente. On avait fait la faillite des 2 tiers en 1793. On n'en est plus là, mais regardez ce qui s'est passé sur la dette grecque. Ils ont perdu beaucoup. Et je vous signale que la Grèce est en train de rentrer à nouveau en récession. Donc j'ai entendu dire qu'on avait réglé le problème souverain en Europe. Rien n'est réglé en Europe. L'Italie, la dette des banques italiennes aujourd'hui, les prêts non porteurs, les prêts non payés, les mauvais prêts, c'est aujourd'hui 22% du PIB italien, pas du capital des banques, du PIB. Comment voulez-vous que ce soit remboursé 22%? L'industrie italienne s'est endettée. Elle est incapable de rembourser compte tenu du taux de change, c'est un effet secondaire de l'euro, et donc le système italien bancaire aujourd'hui est en faillite. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Jean-Pierre Petit, est-ce que vous achetez, encore une fois, la vision quand même super noire de Charles Gave sur le fait que, voilà, vous me décrivez... On arrive au moment où il va falloir payer la note. Voilà. Alors... moi, je pense que... sans être trop technique. Non, sans être trop technique. Contrairement à Charles, je ne pense pas qu'il y ait forcément de gradation dans les crises financières que j'observe depuis... Enfin, moi, j'ai démarré cela en 87, puisque je date le début de l'économie de bulle au 19 octobre 87, lorsque Alan Greenspan gère le krach boursier en inondant le monde de liquidités, en demandant à toutes les autres banques centrales d'inonder le monde de liquidités et donc de générer l'économie de bulle dont on n'est jamais sorti. Et je ne pense pas qu'il y ait forcément une gradation. Par exemple, la crise de la dette souveraine européenne intervient après Lehman, après la crise Lehman, mais l'objectivement en termes de pertes macroéconomiques, moins importante que celle de Lehman. Par exemple, la crise mexicaine, la crise des pays émergents est un peu moins importante que la crise des savings and loans ou la crise immobilière, qu'on a un peu oublié, la crise immobilière de la fin des années 80 dans le monde. Il n'y a pas forcément de gradation. Il y a des crises qui sont plus ou moins graves. Mais évidemment, je pense que le marché baissier est là. Alors d'abord pour des raisons techniques aux États-Unis, puisqu'on va parler quand on parle bear market, il faut surtout parler du marché américain avant de parler du CAC 40 ou quoi que ce soit. On a des prévisions macro trop élevées, encore par le consensus forecast. Je pense qu'on n'aura pas de 2% de croissance aux États-Unis cette année. On a des prévisions de croissance des BPA, des perspectives bénéficiaires pour les firmes américaines, notamment hors énergie, hors financière, qui sont trop favorables. On a des problèmes graves de liquidité potentielle sur le marché du crédit, c'est-à-dire des obligations privées très importantes. Et puis alors sur la version risque, moi ce que j'ai observé dans mon expérience de marché, c'est que monsieur marché n'aime pas devoir gérer plusieurs problèmes en même temps. Il en a beaucoup. Et il en a beaucoup à absorber, si vous voulez. Et parce qu'on a parlé des problèmes de gouvernance européenne, on a parlé de la crise des migrants, de la Grèce. Je rappelle qu'en Espagne, il n'y a toujours pas de gouvernement. Oui, peut-être il n'y a pas de gouvernement. Je me demande si c'est pas la meilleure chose qui leur arrive. Ils ont quand même réussi à créer 600 000 emplois. Oui, d'accord. Jean-Pierre, juste un truc, parce que quand même le temps file. La grande nouveauté, toutes vos expériences qui sont réelles et qui remontent sur plusieurs dizaines d'années vous permettent d'avoir du recul. Vous n'avez jamais connu comme moi un monde où on passe en taux négatif et un monde où l'inflation est devenue une notion qui appartient au passé tout de même. Ça c'est quand même absolument inouï. Alors l'inflation appartient au passé, si on regarde le temps long, notamment d'avant la Première Guerre mondiale, on trouve des périodes où l'inflation est nulle, voire négative. Tout le 19e Oui, quasiment. Tout le 19e a été en baisse des prix. Hors guerre, oui. C'est pas exactement la même économie, on n'est pas au même niveau de mondialisation, on n'a pas exactement les mêmes on était plus mondialisé en 14 qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
C'est-à-dire que le commerce international était beaucoup plus important en 1914 qu'il était aujourd'hui, un pourcentage des PIB, etc. C'est ça, moi, la question que je me pose, c'est comment, avec tous ces éléments nouveaux que l'on ne connaissait pas, on arrive aujourd'hui à essayer de savoir où on met les pieds et vers quoi on va. Et la question que je posais avant la pause, qu'est-ce qu'on fait? C'est la poursuite de l'économie de bulle. Donc taux super négatifs. Des On y va taux négatifs. Vous avez des banques centrales relativement importantes qui s'y sont mises. La Banque nationale du Danemark, la Banque nationale suisse, la BCE, la Banque centrale de Suède, et la semaine dernière, la Banque du Japon, qui pourtant est en vague déflationniste depuis 20 ans, et le système bancaire avait, le lobby local du système bancaire avait résisté, fait résister la Banque du Japon. Ça marche pas. Est-ce que je pourrais faire une toute petite remarque ici? Une petite remarque, et puis Léonidas, juste bien après. sûr, parce que à quoi servent les taux d'intérêt? Les taux d'intérêt, quand j'ai appris à l'université de Toulouse que j'ai commencé mes études, ça sert à nous compenser pour l'incertitude du futur. C'est-à-dire que, dans le fond, voilà, on vous paye des taux d'intérêt parce qu'on essaye de ne pas vous faire consommer aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire en termes clairs? Ça veut dire que si les taux d'intérêt deviennent négatifs, philosophiquement, ça veut dire que le futur est plus certain que le présent. Ce qui est une imbécilité logique foudroyante. Donc comment voulez-vous qu'un système économique fonctionne avec une imbécilité logique foudroyante? S'imaginer qu'en baissant les taux d'intérêt, c'est penser que le monde est symétrique par rapport à des taux d'intérêt négatifs ou positifs, c'est symétrique. Ça n'est pas vrai, le monde n'est pas symétrique par rapport aux taux d'intérêt. Et s'il continue à baisser les taux d'intérêt, les gens vont se mettre en billets, la vélocité de la monnaie va s'écrouler, on va aller à moins 10% d'inflation. C'est tout. C'est pour ça que certains veulent supprimer le cash. Pour vous obliger effectivement à consommer ou à investir, et pour que vous n'ayez pas la possibilité. Et ce sont les mêmes qui nous mettaient dans des camps de concentration il y a 40 ans. Bon, sur comparaison. Bon, on va pas faire toute l'heure quand même, tout ce qui nous reste, 15 minutes. Peut-être juste la transition sur les événements. J'ai quelques sujets un peu plus immédiats et français. Mais globalement, ce que je trouve assez intéressant, d'ailleurs, finalement, on l'a sous nos yeux, c'est que quand les choses se remettent à être un peu pilotées dans ce moment d'incertitude généralisée partout entre les migrants, le pétrole, le risque bancaire, le Brexit, lorsqu'il y a quelques points de stabilité qui fonctionnent, la confiance revient et les bourses remontent. Et finalement, ce qu'il faut, c'est que chacun à sa place soit dans une juste gouvernance et que les choses soient gouvernées. Parce que finalement, lorsque les aléas sont maîtrisés, eh bien, le système se remet à fonctionner à peu près normalement. Et là, on a la checklist de ce qui nous revient à nous en Europe. Le Brexit, c'est vrai que c'est cette semaine que l'on va voir un peu le contrat entre l'Europe et la Grande-Bretagne et savoir si c'est un contrat durable. Le risque bancaire italien, ce n'est pas possible d'imaginer qu'on laisse 200 milliards un peu en suspens en se disant c'est les actionnaires et les épargnants qui paieront. Non, c'est pas possible. Il faut bien qu'il y ait une réponse collective. Même la question des... L'aléa morale existe toujours, c'est ce que vous me dites. Pardon ? L'aléa morale existe toujours. Il y a un moment où l'État interviendra, quoi qu'il arrive, en dépit des grandes promesses de l'union bancaire. Oui, eh bien, oui, certainement. Et certainement qu'on va y arriver. C'est certainement d'ailleurs le moment où les choses vont se stabiliser aussi autour de l'euro. Parce que effectivement, on ne peut pas laisser tomber un pays. Et vous parliez de l'Espagne, je suis impressionné au plein milieu d'un chaos politique néanmoins par la faculté de résilience de l'Espagne. 600 000 emplois créés en 2 ans. En 2 ans. C'est un chiffre Standard & Poor's qui effectivement fait une observation entre 2013 et mi-2015. Bon, en tous les cas, pendant que le politique débat de ces équilibres qui sont chancelants, l'économie est repartie. Bien mieux d'ailleurs qu'en France, puisque dans le même temps, on a été capable de créer 40 000 emplois. Ça, c'est le chiffre 2015. Et sur la période comparée... Je voudrais juste revenir sur ce que vient de dire Léonidas. Là où l'économie de bulle n'a pas complètement marché en Espagne, c'est justement qu'il y a une certaine sanction du marché, une menace à l'égard du gouvernement espagnol et qu'il a fait quelques réformes insuffisantes. Oui, il en a fait. C'est les rares pays qui ont fait des réformes. Oui, absolument. Donc, Portugal, voilà. Il les a faites et ensuite on est rentré dans un chaos politique. La France est un pays qui ne fait rien. Qui ne fait rien. Qui ne vit que sur l'économie de bulle, sur Mario Draghi et Angela Merkel. Donc voilà, c'est là où je contesterai ce que tu dis. Moi, je voudrais juste revenir sur l'économie de bulle et toutes ces histoires. Je ne juge pas les banques centrales, je considère qu'elles sont prisonnières de leurs décisions passées. Voilà, elles sont dans une fuite en avant, d'une certaine manière, depuis 30 ans, et qu'elles ne peuvent pas revenir sur le passé. Car sinon, l'explication, elle aura très vite, Charles Gaz. C'est Armageddon. Et donc Armageddon leur fait tellement peur. Armageddon, qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme d'Armageddon ? C'est soit le scénario hard des années 30, soit le scénario soft du Japon depuis 20 ans. Donc comme elles n'oseront jamais remettre en cause cette politique dans laquelle elles sont, elles peuvent aller jusqu'au taux d'intérêt négatif. Mais attendez, il n'y a pas que ça.
elles vont aussi probablement, je pense, au cours des prochains trimestres, aborder la question de l'élargissement du support des actifs achetés. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais elles vont acheter du crédit, des obligations privées, des paquets actions. d'obligations privées et des actions, mais de la banque. Elles vont créditer notre compte à la banque, elles vont faire de l'hélicoptère monnaie. C'est quand même. Non, mais vous pensez que ça peut exister? Mais la banque du Japon a L'hélicoptère commencé. monnaie. L'hélicoptère monnaie, bien sûr. Et puis c'est le rêve de tous les politiciens, pouvoir distribuer de l'argent directement. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on émette des billets avec imaginez des que ça va dates marcher? limites de consommation sur Bien les sûr, billets, de bien manière sûr. à forcer à consommer Mais de votre toute façon, billet le 31 décembre? Si on balance des billets, de toute façon, il faut mettre une date de validité, parce que sinon ça marche pas, ça va dans les coffres. Donc bien sûr qu'il faut mettre des durées de validité limitées. À ce moment-là, si ça se passe, il faut acheter de l'or. Hein. Ah bah bien sûr. D'ailleurs, Est-ce qu'on est en train de raconter quelque chose qui dépasse l'entendement normal de quelqu'un de classique? Ben, on devrait faire ce que faisait Staline. Simplement, on annule tous les anciens billets. Bon, alors Charles Gave est en train de plaider pour le retour à Staline. Donc Non, C'est là où ça nous amène. C'est là où Ah, ça mais nous amène. attendez, Vous Jean-Pierre, annulez vous- Staline quand il avait fait trop de billets. Ce qu'il faisait, c'est une fois tous les 10 ans, il annulait tous les Non mais billets. Jean-Pierre, vous êtes sérieux? Mais bien Des sûr. billets à Mais date c'est- de péréquation. Est-ce qu'il y a, ne serait-ce que 4-5 ans, on aurait imaginé des taux négatifs? Non, Bon, non, ben voilà, non. on y est. Moi, j'avais envisagé ce truc-là. Surtout qu'on en a vu quelques petites expériences en Suisse, très ponctuelles, etc., dans un passé un peu lointain. Et les taux négatifs, ça peut, bien sûr, ça peut se généraliser. Alors, aux États-Unis, c'est plus compliqué parce qu'il y a le poids des money market mutual funds, on va dire des SICAV monétaires. Il y aurait des contraintes juridiques, etc., et des contraintes politiques, je pense, aux États-Unis. Mais en Europe, c'est quelque chose qui se généralise aujourd'hui. Rapidement, qu'est-ce qu'on répond à ceux qui, au-delà des super taux négatifs et d'une politique monétaire qui irait encore plus loin, avec effectivement peut-être un jour l'émission de billets à date limite de validité, avec peut-être cette idée qui a germé dans la tête de certains, prise très au sérieux, de supprimer le cash. Qu'est-ce qu'on dit à ceux qui disent mais c'est le moment de faire de la relance budgétaire? On est tellement face à une panne de croissance qu'il faut y aller. C'est en France qu'on entend ça. Ça fait 35 ans. Alors, il y a eu qu'on l'appel entend des ça. 80 économistes la semaine dernière. Enfin, j'entends ça nulle part. Enfin, j'entends ça surtout en France. D'accord. Où c'est la même histoire. Depuis 35 ans que les taux d'intérêt baissent. Depuis 35 ans, un certain nombre de gens nous disent il faut faire de la relance budgétaire, profiter des taux d'intérêt de plus en plus bas pour On peut me faire citer de la un dépense publique. moment, est-ce qu'on peut un Charles moment Gave. dans l'histoire de France, depuis mettons Pompidou, où le poids de l'État dans l'économie ne soit pas monté sur un intervalle de 4 ans? Non. Une seule fois. Non. Donc ça ne s'est jamais produit. Donc on ne m'explique pas que la demande publique règle le problème, puisque la France est de tous les pays celui qui a le taux de croissance le plus bas. Même Benoît Cœuré, le français au directeur de la BCE, se dit peut-être qu'on est allé trop loin sur la politique de l'offre. Non, mais Pas c'est- en France, Benoît- au ça global. m'étonnerait qu'ils disent, Benoît Cœuré est un fonctionnaire. Oui. Donc il plaide pour l'accroissement du rôle des fonctionnaires. Ça me paraît bien normal. Charles Gave, il est quand même un peu déconnecté des vieux réflexes un peu Ancien directeur- antédiluviens de nos Est-ce que vous croyez que nos Trichet élites françaises. est-ce que vous croyez que Trichet a jamais été déconnecté de ses réflexes de fonctionnaire? Entre vous et moi. Il est à Francfort, Benoît Cœuré, il a une vision Eh ben, globale. Trichet l'était aussi. Non, Trichet, il était gouverneur de la Banque de France. Attends, le gouvernement de la Banque de France, mais il n'a jamais rationalisé le réseau des succursales de la Banque de France. Ce qui est perturbant Alors, dans la réflexion allez-y. française, c'est qu'on nous Léonidas. dit depuis 30 ans, on fait de la politique de l'offre et regardez, les résultats sont médiocres, donc il faudrait inverser. Mais on proclame de la politique de l'offre et on ne la fait pas. Là où il y a eu, effectivement, l'exemple espagnol est excellent, là où il y a eu un certain nombre de mesures véritablement de libération des énergies et de l'emploi, il y a ces 600 000 emplois qui nous regardent comme étant ce vers quoi il faudrait aller. Alors c'est épouvantable parce que on était il y a un an à quasiment 2000 milliards de dettes et on avait les responsables de l'OCDE d'où est parti cet appel des 80 pour nous dire... OFCE, vous dites De ou l'OFCE. OCDE? C'était de l'OFCE. Là, il y a beaucoup d'économistes de l'OFCE dans De la l'OFCE, pardon. Voilà. Pardon, OFCE. L'OFCE, c'est l'Observatoire français des Français. conjonctures Non, économiques. tout à fait. L'OCDE, c'est l'Organisation Non, de non, mais coopération absolument. de développement économique qui est une Ma langue a institution foncé, internationale. pardonnez-moi, l'OFCE. Les gens de l'OFCE sont extraordinaires. Ils vous disent 2000 milliards de dettes compte tenu de la richesse de la France. Et il n'y a pas de problème à ce qu'on fasse cap sur les 3000 d'ailleurs, c'est très bien. Excusez-moi, On a Léonidas, dépassé mais les sur 2100. 12-18 mois, ils n'ont pas tort, parce que si je balance de la dette supplémentaire, je vais trouver preneur pour l'instant. Eh bien, Et pour pas cher. Mais pour faire quoi? Mais pour Eh faire bien, quoi? pour donner l'illusion. Mais pour donner Entretenir l'illusion. l'illusion. Pour embaucher des fonctionnaires. Mais non, mais Oui, Pas voilà. forcément des fonctionnaires. Ce qui est Entretenir- important- Attendez, hop, Ce qui est Léonidas. important, me semble-t-il, c'est que l'on a une capacité d'économie réelle qui est extraordinaire en France. On a certes 40 000 emplois qui ont été créés, mais on a 500 000 entreprises qui ont été créées. Et donc, ne serait-ce que ces 500 000 entreprises, si elles étaient en mesure d'employer une seule personne, eh bien, on rattrape
le nombre d'emplois créés en Espagne. Et donc il faut que l'on facilite, et ça nous ramène au sujet des auto-entrepreneurs de Macron. Justement, j'allais vous poser la question, je la présente en deux mots. Je la présente en deux mots. Emmanuel Macron se dit, mais si on triplait le seuil de chiffre d'affaires de l'auto-entrepreneur, aujourd'hui dans les services vous êtes capé à moins de 33 000. Si on montait proche des 100 000, c'est différent. Et on commence à nous expliquer que dans la loi El Khomri, la notion effectivement d'inscrire les motifs de licenciement va être quasi inscrite dans la loi. Donc est-ce que là, voilà, vous voyez des éléments qui pourraient, s'ils voient le jour, inverser bien entendu, mais avec un temps long, mais un temps interminable. Depuis quand nous parle-t-on de la réforme du Code du travail? Ça a commencé avec le rapport Combrexel, c'était au printemps dernier. On aura bouclé le printemps et on n'en aura fait qu'en parler. Et du coup, vous avez des gens de l'OFCE qui disent, vous voyez, on fait de la relance et ça ne donne pas, ça ne porte pas ses fruits. Évidemment, on ne fait qu'en parler, mais qu'on le fasse. Et effectivement, sur la question des auto-entrepreneurs, le triplement du seuil, par quoi est-ce que l'on a apporté de la flexibilité à l'économie française? En la contournant. Il y avait cette très belle phrase de Novelli parlant des auto-entrepreneurs, il dit que ce sont des lois furtives. Le grand soir, je n'y crois pas, je mets de la flexibilité un peu dans les mécaniques en mettant de l'huile dans les rouages. Qu'on amplifie ces mécaniques bien huilées et surtout que l'on ne crée pas de rupture de concurrence entre les auto-entrepreneurs triplés en matière de seuil et les artisans. Parce que c'est là ça le problème. Mais bien entendu qu'il est là le problème. Ça commence déjà à réagir à l'UPA. Le problème que nous avons dans notre économie, on le voit avec les VTC, on le voit avec toute la numérisation et ce qu'on appelle l'ubérisation de l'économie, c'est de faire en sorte qu'il y ait une sorte de fluidité entre les nouveaux venus dans l'économie et ceux qui étaient là avant. Et il ne peut pas être concevable que ceux qui étaient là avant soient enquistés dans des rigidités et que ce soit que les nouveaux venus qui aient de la flexibilité. Donc il faut qu'on puise dans la flexibilité des nouveaux venus et des nouveaux modèles, de quoi assouplir les économies et les entreprises qui étaient là. Il faut que l'on prenne exemple sur les auto-entrepreneurs pour alléger les charges des artisans. Et ça se fera en douceur à ce moment-là. Tout le monde veut alléger les charges de tout le monde. Il y a un moment où on a un modèle social qu'on n'a pas réformé. Il faut bien le financer. C'est bien aujourd'hui, c'est bien gentil de vouloir mettre zéro charge au SMIC. Non, mais c'est surtout un modèle de l'État. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les remaniements qui viennent de se passer, il y a une ministre dont personne n'a parlé qui est partie, et c'est normal qu'une personne n'en ait parlé parce qu'elle n'a strictement rien fait durant 3 ans. C'était la ministre de la réforme de l'État et de la fonction publique. On n'a pas touché à la fonction publique. Va faire plein de trucs, tu vas voir. Je ne sais pas, mais en tous les cas, on a confiance. Durant 3 ans et demi, on n'a pas touché à l'appareil d'État et cette réforme n'a pas été faite. C'est la seule qui soit capable d'amener la baisse des charges qui pèsent sur l'ensemble de l'économie réelle. Et effectivement, on va la voir cette loi, hein, Léonidas. Le 9 mars, elle sera là. On verra si c'est Et les décrets d'application ne seront jamais publiés. C'est en général comme ça que la fonction publique réussit à bloquer tout, c'est qu'il ne publie pas les décrets d'application. Donne l'illusion de la réforme au Parlement et ensuite les décrets ne passent pas. Effectivement, c'est comme ça qu'une réforme votée en apparence n'existe pas. On a vu ça tellement souvent. Non, mais certes, mais l'économie, je vais vous dire, ma confiance, elle n'est pas dans les politiques, elle est dans la pression de l'économie et du pays qui appelle l'ensemble des politiques à bouger. Je pense que même au niveau du gouvernement, ils l'entendent. On a 4 minutes. Roger m'écrit, j'aimerais entendre Charles Gave toute la matinée. Bon, il nous reste un peu moins de 4 minutes, 3 minutes 30. Comment vous imaginez le truc là, Charles Gave et Jean-Pierre Petit, la suite, à quoi ça peut ressembler? Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Je crois tout simplement qu'on arrive à la fin d'une période historique. Vous me l'avez déjà dit, ça. On arrive tranquillement, vous savez, je crois que la durée de vie des institutions humaines, c'est 70 ans. C'est ce que j'ai toujours dit. Vous endormez en 1790, vous réveillez en 1820, vous comprenez rien. Vous vous endormez en 1890, vous vous réveillez en 1920, vous comprenez rien. Vous vous endormez en 1990, vous vous réveillerez en 2020, vous comprendrez rien. Déjà l'Union soviétique a disparu, etc. Donc je crois qu'on a bâti toute une série de choses comme les systèmes sociaux en Europe et tout, qui font 75% des systèmes mondiaux avec 20% du PIB. Il va y avoir toute une série de choses qui vont changer. Mais celui qui était capable de prévoir en 1790 qu'il allait être en 1820, il était fou. Ce qu'il faut, c'est rester flexible. On rentre dans une période où des tas de choses dont on pense qu'elles sont pérennes vont disparaître. Nous rentrons dans une période révolutionnaire. C'est pas forcément dramatique ce que vous me décrivez. Mais pas du tout. Au contraire, ça donne un avantage extraordinaire à la flexibilité. C'est-à-dire que c'est très embêtant si vous êtes embauché par un État
pas très embêtant si vous êtes embauché par une entreprise de qualité. Jean-Pierre Petit. Le problème, c'est notre déclin. La croissance potentielle diminue. Elle n'a jamais été aussi faible depuis 1945. La croissance potentielle nominale est au plus faible. Nominal, c'est avec l'inflation. Oui, depuis 1945. L'économie de bulle, moi, ce que j'appelle l'économie de bulle, la financiarisation. Vous êtes le premier à l'avoir martelé, Voilà. effectivement, depuis très longtemps. La financiarisation de l'économie a accompagné notre déclin et en partie expliqué notre déclin. Hein. Donc voilà. Et c'est vrai que ce qui est le plus frappant dans ce cycle expansif, La c'est financiarisation a accéléré notre déclin. il a accompagné notre déclin. Voilà. Accompagné. Il a permis. Il Ça l'a s'est pas permis. passé en Suède. Hein. Alors pas dans tous les pays, il y a même la Suisse, même on peut dire que la la Suisse. Suisse, ouais, mais ça représente combien dans le monde riche? C'est ça le problème, ça représente pas grand-chose. L'industrie est plus forte que la France. Hein. Oui, non, mais d'accord, mais dans l'ensemble du monde, dans l'ensemble du monde riche, ça représente quasiment rien. Et un certain nombre de pays émergents aussi cèdent également à ce mouvement long. Et c'est ça le problème. Et depuis 6 ans, alors les chiffres sont probablement méritent d'être regardés, mais les gains de productivité sont très faibles. C'est ça qui est terrible. La réforme structurelle, il y en a pas. Et C'est donc terrible. l'enjeu, Non, mais ce vous sont rendez les gains compte de ce qui productivité. s'est passé la semaine dernière, ce quoi pensez-vous remaniement pathétique. Non mais c'est une blague, on Non, mais n'en parle même pas. C'est hallucinant ce qui s'est passé, c'est pathétique, du pathétique Hollande. Si vous étiez aujourd'hui, les seuls qui ont la possibilité de prendre des décisions réelles et sérieuses à portée mondiale sont les banquiers centraux. Ben, je donnerai ma démission, moi. Si vous étiez quoi, banquier central, vous Je démissionneriez. démissionner parce que je suis arrivé à la fin de mon parcours. Ce que j'ai fait n'a pas marché. Ce que je vais faire dans le futur ne va pas marcher. Et je vais finir pendu sur la place publique. Démissionner, ça veut dire que vous ne. Ça veut dire qu'on n'a pas de solution. Je voudrais juste Ça veut dire rajouter. que si on est sorti, l'Union soviétique n'avait pas de solution. Non. Et l'Union soviétique était très endettée, je voudrais juste le dire. Donc Les entreprises étaient endettées en Union soviétique, en Allemagne de l'Est. Elles ne payaient jamais leurs dettes. Voilà, faut jamais l'oublier. Juste un dernier point, Nicolas. Il se dit en Europe que que les migrants pourraient constituer la solution au vieillissement. Voilà. Non, mais c'est marrant. Ça fait rire, Ça Charles. se dit. Mais oui, mais bien sûr. Tout comme la financiarisation, les taux d'intérêt nuls, c'est la solution à notre déclin. Il n'y a rien de plus faux. On va essayer de chercher des fausses bonnes solutions, extrêmement coûteuses en termes, à mon avis, politiques. Alors que la solution au vieillissement, elle est chez nous. Les gains de productivité, la réforme structurelle, l'augmentation des taux d'activité à tous les âges de la vie. Mais bien Mais sûr. juste- On a fini, Oui, Leonidas, c'est mais pour juste conclure. pour dire que je comprends qu'on puisse avoir ce pessimisme de Jean-Pierre Petit. Si, le déclin, je pense que c'est un véritable déclin du classe gouvernante. Je ne ressens en aucune manière le moindre déclin dans la classe entreprenante. Je suis d'accord avec ça. Et Jean-Pierre, juste, on a fini, mais si vous étiez banquier central, vous démissionnez aussi? Ça dépend de ce que j'ai fait. Aujourd'hui, avec tout votre passé, si vous étiez celui qui a mis en place cet univers qui est de plus en plus difficile à Non, comprendre. par contre, j'expliquerai. Alors, je rentrerai beaucoup plus nettement dans le débat politique pour expliquer quels sont les enjeux, véritablement, du monde riche pour les Ça veut années dire futures. taper du poing sur la table, Bien ce que vous sûr. m'expliquez. Voilà. Merci infiniment, Charles Gave, Léonidas Kalogéropoulos, Jean-Pierre Petit. À suivre Intégral Placement avec Guillaume Sommerer et Cédric Decoeur.